Bien, donc bonjour, on va aborder aujourd'hui, donc on va parler de la loi normale, donc vous l'avez quasiment tous vu l'année passée. Donc je vais simplement faire un distinguo entre ce qu'on appelle les phénomènes continus et les phénomènes discrets. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque on a parlé d'une variable aléatoire grand X, donc variable aléatoire discrète, variable aléatoire discrète. Et bien sûr, on a déjà vu deux lois qui caractérisent ce type de variable. C'est la loi binomiale, d'accord? C'est la loi binomiale et la loi de Poisson. Ok. Loi binomiale et loi de Poisson. Donc ça, c'est pour les phénomènes discrets. Maintenant, pour les phénomènes continus, lorsqu'on vous dit que x, variable aléatoire continue, variable aléatoire continue, les lois associées à ce type de variable sont la loi uniforme, la loi normale et la loi exponentielle. OK? Alors, qu'est-ce qui distingue le premier type de loi, le premier type de variable du second type de variable? Je vais juste faire une intro. Admettons, écoutez-moi bien, juste pour que vous compreniez la notion de discret et de continu. Je vais faire simplement une petite intro. Si je vous dis, je travaille dans l'ensemble des entiers naturels. Donc je prends un intervalle i qui comporte les nombres entre 1 et 4. 1 compris et 4 compris. 1 compris et 4 compris. Et on travaille dans l'ensemble des entiers naturels. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'intervalle i est composé de quoi? Du 1, du 2, du 3 et du 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Valeur isolée. Si je prends un axe, vous êtes d'accord avec moi, je peux exactement placer sur cet axe-là les quatre nombres entiers. Je peux placer le 1, je peux placer le 2, je peux placer le 3 et je peux placer le 4. D'accord. Maintenant, admettons que ces nombres-là, je les mette dans une boîte. Et je vous dis, je prélève un nombre au hasard, n'importe lequel. Question, quelle est la probabilité de prélever le 2? Combien? 1 sur 4. Il n'y a pas de piège. 1 sur 4. Très bien. Si je vous dis, quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2? Donc ça fait 2 sur 4, ça fait donc 1 demi. Est-ce que ça va? Mais si je vous dis P de x strictement plus petit que 2, on est d'accord. Donc vous voyez très bien que P de x plus petit ou égal à 2 est différent de P de x strictement plus petit que 2. Parce que la variable, elle est discrète. Les valeurs prises par grand X sont des valeurs comment? Isolées. Prenons maintenant le même intervalle. Regardez bien. Je prends le même intervalle. Toujours l'intervalle I des nombres compris entre 1 et 4. Mais cette fois-ci, au lieu de travailler dans N, je travaille dans R. C'est-à-dire je prends tous les réels entre 1 et 4. Vous me suivez? Regardez bien. Je prends mon axe, je peux placer le 1, je peux placer le 2, je peux placer le 3, je peux placer le 4. Est-ce que j'ai placé tous les réels entre 1 et 4 ici? Je peux placer aussi quoi? 1,5, 2,5, 3,5. Je peux placer aussi 1,25. Je peux placer 3,75 et ainsi de suite. Si je veux les placer tous, qu'est-ce que je fais en fait? Si je veux les placer tous, je veux placer tous les réels entre 1 et 4. Qu'est-ce que je fais? Je prends un stabilo. Regardez bien. Je prends mon stylo, je le place en 1.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, qu'est-ce que je fais? Je trace un trait en continu. Et là, j'ai toutes les valeurs entre 1 et 4. Est-ce que vous voyez la différence? Regardez ici. 1, 2, je lève, 3 et 4. Là, 1 et de façon continue. Alors maintenant, regardez le détail. Je vous dis, je prélève un nombre. Parmi ceux-là, je vous pose la question, quelle est la probabilité de prélever le 2? Quelle est la probabilité de prélever le 2? Ce serait combien? J'ai combien de 2 là-dedans? Un seul. Parmi combien? Une infinité de nombres. Si vous divisez un nombre, 1, par l'infini, ça fait quasiment combien? 0. Donc là, ça fait 0. Autrement dit, lorsque vous avez un phénomène continu, P de x égale à un nombre, ça sera toujours combien? 0. Maintenant, regardez bien. Si je vous dis, faites attention, quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2? Je refais le schéma pour que ça soit clair. Je place le 1, je place le 2, je place le 3 et je place le 4. Quelle est d'après vous la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2? Combien vous dites? Qu'est-ce? Non? Vous n'avez pas idée? Combien? Pourquoi 1? C'est 0? Ah bon? Regardez, regardez, regardez. Cette fois-ci, c'est x plus petit ou égal à 1. Je prends mon stylo, je démarre à 1 et je finis à quoi? À 2. Que représente cette partie rouge parmi la totalité qui représente 1? Combien? Vous avez un bâton de chocolat, je vous donne cette partie-là. Je vous donnais combien du bâton? Un tiers, les enfants. Vous comprenez ou pas? Ça représente un tiers de tout ça. Maintenant, vous comprenez? Maintenant, c'est là le distinguo. Maintenant, je vous dis, P de x strictement plus petit que 2. Qu'est-ce que vous répondez? Combien? Un tiers aussi. Alors bien sûr, vous ne le voyez pas. Regardez bien. Un tiers aussi. Ici, quand je dis plus petit ou égal à 2 et strictement plus petit que 2, la probabilité n'est pas la même. Mais là, vous allez voir que c'est la même. Pourquoi? Est-ce que tout le monde est d'accord pour me dire que P de x plus petit ou égal à 2 est bien égal à P de x strictement plus petit que 2 et je lui rajoute 2, oui ou non? Et je lui rajoute 2. Est-ce que ça va? Mais je sais que P de x égale 2, c'est combien? C'est écrit, c'est 0. Donc on a bien P de x plus petit ou égal à 2 est toujours égal à P de x strictement plus petit que 2. Donc lorsqu'on a affaire à un phénomène continu, on retiendra quoi? Que la probabilité que x égale à un nombre, ça sera toujours 0. Et la probabilité que x soit plus petit ou égal, c'est pareil que P de x strictement que le nombre. Okay? Autrement dit, le sens strict et le sens large ne jouent pas dans le cas d'un phénomène continu. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est pour une intro, pour distinguer tout ce qui est discret de ce qui est continu. Maintenant, pour revenir à notre loi de probabilité. Notre loi de probabilité, d'accord? Bien sûr, la fonction de densité associée donc à une loi normale. Alors, on doit tout de suite admettre que dans une loi normale est définie par deux paramètres. La moyenne que j'appellerai, parce que à la calculatrice, c'est la lettre qu'on va utiliser, la moyenne qu'on appelle mu, la lettre grecque mu, hein, et l'écart type sigma.
moyenne, écart type. La variable, donc la fonction de densité associée à une loi normale est ce qu'on appelle une courbe de Gauss ou une courbe en cloche. Et là, vous avez quoi? La moyenne. Lorsque vous avez une loi normale, lorsque vous avez une variable aléatoire continue, c'est-à-dire soit qui suit une loi uniforme, soit qui suit une loi normale, soit qui suit une loi exponentielle, calculer une probabilité, c'est calculer une R. D'accord? Il faut savoir que l'aire totale sous cette courbe, écoutez-moi bien, l'aire totale sous cette courbe-là, c'est-à-dire la probabilité que x appartienne à l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini, cette probabilité-là sera toujours égale à combien? À 1. L'aire totale sous la courbe, c'est 1. La particularité de cette courbe de Gauss, c'est qu'elle est parfaitement symétrique par rapport à sa moyenne. Ça veut dire quoi? Si vous prenez une feuille de papier et vous la pliez selon cet axe-là, les deux parties-là vont se superposer. Autrement dit, comme l'aire totale est égale à combien? À 1. Donc tout le monde doit savoir que si ma moyenne c'est mu, la probabilité que x soit plus petit ou égal à mu, ça sera toujours égal à combien? 1,5, 0,5. Est-ce que ça va? Puisque ça représente la moitié de l'aire totale. Donc j'écris 0,5. Qu'est-ce qui peut me dire maintenant quelle serait cette probabilité-là? P de x strictement plus petit que mu. 0,5 aussi. Le sens strict ou le sens large ne change pas la probabilité. 0,5 aussi. En fait, si je veux définir les bornes ici, pour avoir P de x plus petit que mu, ça veut dire que ma borne inférieure, c'est combien? Parce qu'à la calculatrice, on va vous demander la borne inférieure et la borne supérieure. Vous me suivez ou pas? Là, la borne inférieure, c'est combien? Ça va où là-bas? Non, là-bas. Non, le x. Moins l'infini. Ça va de moins l'infini à combien? À mu. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Ça va de moins l'infini à mu. Lorsque vous avez P de x plus petit ou égal à mu, quand on va à la calculatrice, on le verra tout à l'heure, on va entrer les paramètres, mais on va me demander la borne inférieure et la borne supérieure. Est-ce que c'est bon? La borne inférieure, ce sera moins l'infini, et la borne supérieure, ce sera mu. OK? Donc tout le monde a compris que si je calcule sans calculatrice, si je calcule ça, ça fera combien? 0,5 aussi, puisque à droite de mu, c'est 0,5. Est-ce que ça va? Puisque la courbe est parfaitement symétrique par rapport à cet axe. L'aire à droite de mu est égale à l'aire à gauche de mu à la moitié. Est-ce que ça va? Bon. Maintenant, on va procéder à certains calculs que je vais transcrire ici. Alors, regardez bien. Je vais prendre une variable aléatoire qui suit donc une loi normale. Grand X suit une loi normale. Je vais dire de paramètres 20 et 2. C'est-à-dire moyenne mu 20, écart type 2. On va d'abord calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 24,2. On va calculer la probabilité que x soit supérieur à 18,6. On va calculer la probabilité que x soit compris entre 17,8 et 24 et 22,6. On va maintenant calculer des probabilités particulières, x compris entre 18 et 22, P de x compris entre 24 et 16, et on va s'arrêter là pour les premiers calculs. Je vous laisse noter ça. On va prendre notre calculatrice, vous l'avez tous la calculette. OK. On sort sa calculatrice
Tu l'as pas ta calculette? Ok. Comment? Comment ça veut dire? Comment? C'est la lettre sigma. Ouais, c'est la lettre sigma. Ok. Vous prenez. Oui. Oui, Benjamin. Ça se lit X suit une loi normale, ça évite la phrase. Hein. Ça se lit X suit la loi normale de paramètres mu égale 20 et écart type sigma égale 2. Ça m'évite de faire la phrase. Hein. C'est comme la loi binomiale B ou loi de Poisson. Hein. C'est une abréviation. OK? On va donc prendre sa calculatrice. Je vais essayer donc de l'émuler. OK? Je vous laisse d'abord prendre l'énoncé et on va travailler avec ça. Comment? Tu n'as pas de calculatrice? Tu l'as? Ok. Travaillez ensemble comme ça. Ok. Tu l'as une pour trois carrément. Et la tienne, elle est où alors? Ah ben ça, il faut la charger. Je ne fais pas le câble chez moi. Je l'achète. Et pourquoi tu l'as pas de câble? Tu as eu la calculette. Et alors, ils t'ont donné le câble avec. Ah, ok. Ok. Non, c'est passé à la Magran. Mais non! Ah, à chaque fois c'est pareil. Et toujours, le jour où on viendra tous avec sa calculette. À quoi ça sert d'avoir une calculette pour la laisser chez vous? À chaque fois, je vous fais à chaque fois, je vous fais le même commentaire. À chaque fois. Pourquoi moi je ramène toujours ma calculette? Pourquoi moi je la prête toujours? Est-ce que moi je l'ai oublié? Non, je ne l'ai pas oublié. Pourtant, j'en ai pas besoin. Mais je la ramène pour vous. Non, il faut être sérieux. Tiens, j'espère qu'elle est chargée, mais tiens, allez, travaillez. Tenez. Non, il faut être sérieux, les enfants. On prépare un BTS sérieux. Vous allez soigner des gens bientôt. Ah, mais j'ai cherché mon casque. Fallait me le dire, il est là. Tu me l'as caché. Bon, je vais le ramener après. Je savais que je l'avais ramené en plus. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes ready? Tout ça, c'est des points que vous prenez facilement. Facilement. Ok. Comment? Ah, j'ai pas dit oui. Non, j'acquiesce. Mais j'ai pas dit oui à ton affirmation parce que je suis loin de le penser en fait. Ok. Ça va? Et toi, tu vas enlever quand son cache alors? ça me rappelle, j'avais un cousin qui avait aménagé. Il y avait un cousin qui avait aménagé. Ils ont construit sa maison et tout. Ils ont construit sa maison, donc j'ai acheté un joli tapis en fait. Et joli tapis, il a retourné carrément le tapis en fait. Et j'en connais un autre. Il s'est fait livrer des fauteuils et tout. Dans l'emballage, il a gardé l'emballage. Mais je vais dire un truc. J'ai commandé il y a maintenant quelques années un téléviseur, hein, un téléviseur. Et en fait, il y a le cache comme ça sur elle. Je l'ai toujours pas enlevé parce qu'on voit aussi bien en fait. Hein? Non, pas encore. Ok. Allez, on y va. C'est bon, elle a allumé Aline? Laisse tomber celle-là, Aline. Jette-moi ça. Ok. C'est bon, elle a allumé? Ok. Alors, on y va. Alors, notez en même temps que je dis. Comment on appelle ça, hein? Alors, inspire. Ok. Alors, je vais peut-être diminuer un peu les clés. Ce qui m'importe, c'est que vous prenez cet énoncé. Ok. Ok. Je vais enlever ça pour que ça soit visible. Alors.
Ah, et tu l'as encore. Ok. Je vais plutôt les écrire. Je vais les écrire un peu plus loin. Non, N. N. Et la petite est toujours aux toilettes alors. Ok. 17, 8, 22, 6. 17, 8, 22, 6. 18, 22. Et 16, 24. Alors, étape numéro 1. Donc, vous allez... Alors, ok. Vous allez donc feuille de calcul. Alors, vous allez dans menu. C'est bon? Menu. Distribution. Alors, menu, distribution. Attention, pour la loi normale, contrairement à la loi binomiale, pour la loi normale, vous choisissez toujours normal FDR pour la loi normale. Toujours normal FDR. Vous me suivez? Normal FDR. Je répète, menu, probabilité, distribution, normal FDR. OK? Ensuite, je fais entrée. Automatiquement, alors, je vous montre comment vous pouvez retrouver, admettons que j'efface l'infini ici, voyez, admettons que je l'efface et que je veuille l'infini. Pour avoir l'infini, vous avez la touche ici, vous voyez le petit livre là, vous faites CTRL et vous appuyez sur le petit livre là et ça vous affiche l'infini qui est là. Est-ce que c'est bon? CTRL, mais si vous voulez voilà, CTRL. Mais attention, moi je veux, en fait, là je n'ai pas effacé l'autre, moi je veux combien? Moins l'infini. Donc je mets mon curseur devant, vous me suivez? Attention au signe moins, c'est celui-là qu'il faut. Hein. Pour signer un nombre, c'est celui-là, hein. C'est bon? Voilà. Donc j'ai moins l'infini. On me demande la borne supérieure, je regarde mon énoncé et je vois que x doit être comment? Plus petit ou égal à combien? 24, combien? 24 combien? 24,2, c'est ça? Alors je tape borne supérieure, 24,2. Est-ce que... Non, 24,2. C'est bon? 24,2. Et ensuite, le mu, la moyenne, c'est combien? 20. Écart type, sigma, 2. Vous entrez et vous avez votre probabilité qui s'affiche, qui est... Voilà. 0,98, 21. Est-ce que c'est bon?
Maintenant, dans le même esprit, je vais vous laisser me calculer avec votre calculatrice tous les autres. Alors, vous avez tant... Alors, ici, d'après vous, pour ce cas-là, quelle serait la borne inférieure ici? Quelle serait la borne inférieure? 18,6 ici. Non, inférieure. Là, écoutez-moi bien, là, c'est 20. Là, c'est 18,6. Est-ce que ça va? Je veux cette probabilité-là. Est-ce que tout le monde a compris que la borne inférieure, c'est 18,6 et la borne supérieure, c'est combien? Plus l'infini. Est-ce que ça va? Bien comprendre ça. Quand c'est plus grand que, vous partez de 18,6 vers plus l'infini. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, alors, on peut bien entendu refaire toute l'opération. Je vais quand même la refaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Je vais quand même refaire toute l'opération. Ok. Donc là, je vais menu. Je refais tout. Menu. Probabilité. Distribution. Normal FDR. Je le refais, mais ce n'est pas forcé. Là, attention, ma borne inférieure, c'est 18 combien? 18,6. Ok. 18,6. Ensuite, borne supérieure, je vous ai montré comment récupérer l'infini en allant dans contrôle, et puis le petit livre là, juste ici, et vous avez l'infini, vous faites entrer. Là, quand il n'y a pas de signe, c'est sous-entendu plus l'infini. Ce n'est pas la peine de mettre plus devant, d'accord? L'infini tout seul, c'est plus l'infini. Et ensuite, pareil, la moyenne, c'est 20, et l'écart type, c'est 2. Et vous faites entrer. Et vous avez une probabilité de 0,7580. D'accord? Comment? Alors oui, l'énoncé vous dira à 10-4, à 10-3. Est-ce que c'est bon? Si on vous dit à 10-4 près, vous écrirez 0,9580. 0,7580. À 10-3, ou à 10-2, vous aurez écrit 0,76. OK. Attention maintenant. Regardez bien, si je veux ne pas retaper tout, je vous l'ai montré déjà, vous allez, par exemple ici, vous récupérez ça en allant, je monte, voilà, je sélectionne cette partie-là, je fais entrer, et là maintenant, ma borne inférieure, quelle est-elle pour la suite là? C'est bien, 17, c'est ça? Alors, ma borne inférieure, donc avec le del, je vais effacer, je mets donc 17,8 et ma borne supérieure, voilà, j'efface le del, l'infini avec mon del à gauche et c'est combien? 20? 22,6. Ça vous évite de tout retaper en fait. Voilà. Et vous faites entrer et vous avez votre probabilité 0,76. OK? Alors je vous laisse calculer les autres. Pour le suivant, vous allez trouver 0,8413. Vous allez voir pourquoi ces valeurs-là sont connues. Là, vous allez trouver 0,6826 pour celui-là. Et pour celui-là, vous allez trouver 0,9544. Et on va faire une remarque pour ces résultats. Alors voilà ce que ça fait pour... donc pareil, donc au lieu de retaper tout, je me mets dessus, je fais entrer, et on a dit que cette fois-ci, c'est 18, c'est ça? Voilà, voilà, 18, 22, voilà, 18 et 22, donc la 18, je vais plutôt enlever celui-là, le del, je vais mettre un 1 devant, donc ça c'est 18, et de l'autre côté 22, je vais supprimer celui-là, en faisant un petit del, voilà. Et donc là, j'ai tout, et je fais entrer, et ça fait 0,6826. OK? Maintenant, si je veux calculer entre 16 et 24, je fais pareil. Voilà, je fais entrer, voilà. Et donc ici, je vais modifier pareil. Donc là, on a dit 24. OK, donc un 4 ici. Voilà, et puis là, je vais modifier. Voilà.
Et là, vous devez trouver 0,95, 44. Voilà. Voilà. Bien sûr, ils ont arrondi parce que ça continue en principe. OK? Ah, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Et vous allez me faire le lien. Je vais écrire en bas quelque chose. Cette fois-ci, je change de loi normale. Je change de paramètre et je vous donne la loi normale de paramètres. J'écris loi normale de paramètres. Donc, loi normale de paramètres 50 et 5. Je vais vous demander de me calculer la probabilité que x compris entre 45 et 55. Et je vais vous demander la probabilité que x soit compris entre 40 et 60. Et vous allez voir une chose intéressante que l'on retiendra. Je vous demande d'abord dans un premier temps de me calculer ces deux probabilités. Attention, cette fois-ci, le paramètre mu et l'écart type ont changé. OK? Et vous allez voir que dans les deux cas, ça me donnera exactement les mêmes réponses. Ça me donnera les mêmes réponses qu'ici et ici. Là, vous devez trouver aussi, vous allez vérifier, là, vous devez trouver 0,6826. Et là, vous allez trouver 0,95, 44. Arrondi 45. D'accord? Vous me confirmez? Voilà. Et donc là, on va tirer un enseignement de ce résultat qui est assez intéressant. Ce résultat est assez intéressant, surtout pour la suite. Bien, maintenant, je vais vous demander quelle est la similitude entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Qu'est-ce que vous remarquez en fait? Regardez bien. Regardez bien. Ici, la moyenne, c'est 20. L'écart type, c'est 2. Là, je fais 20 plus un écart type. Ça fait combien? 22. Là, je fais la moyenne plus un écart type. Ça fait combien? 55. Vous me suivez ou pas? Là, je fais quoi? La moyenne moins un écart type. Ça fait combien? 18. Là, je fais la moyenne moins un écart type. Ça fait combien? Et c'est pour ça que je trouve la même valeur. C'est quand vous écartez de un écart type de part et d'autre de la moyenne, quelle que soit la moyenne et quel que soit l'écart type, vous aurez toujours 0,6826. Prenons le deuxième cas. Regardez ici. J'ai 20, deux écarts types, ça fait combien? 4. 20 plus 4, 24. 20 moins 4, 16. C'est bon? Là, deux écarts types, ça fait combien? 10. 2 fois 5, 10. 50 plus 10. 60. 50 moins 10. 40. Donc chaque fois, donc si j'écris en général, regardez bien, si je prends une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu, écart type. Est-ce que tout le monde a compris que la probabilité que x soit compris entre la moyenne moins un écart type et la moyenne plus un écart type, cette probabilité-là sera toujours égale à 0,6826. Maintenant, si je m'écarte de deux écarts types, si je calcule la probabilité que x soit compris entre mu moins deux écarts types et mu plus deux écarts types, cette probabilité-là sera toujours égale à combien? 0,95, 44. Quel que soit m, quel que soit mu et quel que soit l'écart type. Et je vous donne un dernier résultat qu'il faut retenir. Si on s'écarte de 1,96 écart type, regardez bien, celui-là est très important lorsqu'on va aborder tout ce qui est intervalle de confiance et tout ce qui est test d'hypothèse. Regardez bien, si j'écris P de x compris entre mu moins 1,96 écart type et mu
plus 1,96 écart type. Eh bien ça vous donnera toujours 0,95. 00, voilà. Quand vous écartez de 1,96 écart type. Vous voulez bien le tester, si vous voulez bien, sur celui-là. Sur celui-là. Prenez vous-même la moyenne. L'écart type, c'est combien? 5. Cherchez 1,96 fois 5 et faites plus 50, moins 50 moins et 50 plus et calculez pour vérifier que ça fait bien 0,95 tout court. OK? Allez-y. Écartez-vous de 1,96 écart type. Vous êtes d'accord que si je fais le calcul, donc on a dit, je fais 1,96, n'est-ce pas? 1,96, vous me suivez? Fois 5. 1,96 fois 5, ça me fait combien? Ça me fait 9,8. Est-ce que tout le monde a compris que la borne inférieure, si je fais 50, la borne inférieure c'est quoi? C'est 50 moins 9,8, n'est-ce pas? Ça c'est ma borne inférieure. Et si je fais 50 plus 9,8, c'est pas la peine de poser l'opération, ça fait 9,8. Je fais donc menu, probabilité, distribution, normale FDR. Donc on a dit que la borne inférieure c'est combien? C'est 40, j'ai effacé, c'était combien? 40,2? 40,2. Borne supérieure, on a dit que 59,8. C'est ça? Voilà. Et après, la moyenne, c'est 50. Et l'écart type, c'est 2. Et vous trouvez bien 0,95, 0,0. Voilà. Voilà, je me suis trompé. Donc là, j'ai tapé 40,2. C'est bien. Là, ça fait bien. Ah oui, là, je me suis trompé. J'ai écrit 2, mais c'est pas 2, c'est 4. C'est bon? Donc là, je vais le chercher parce que je ne peux pas le modifier tant que je ne l'ai pas cherché. Donc je vais le descendre, je vais chercher. Voilà. Je fais entrer et je modifie à la place de 2, c'était 5. C'est bon? Le paramètre, c'était 5. Et là, ça vous fera forcément 0,95, 0,0. OK? D'accord? Donc ça, c'est un résultat très important lorsqu'on va aborder les intervalles de confiance. OK? Ah oui, tout ce que je vous fais, il y a rien de superflu. Tout ce que je vous fais, ça tombe. OK? Rien de superflu. OK? Alors, ben avec vous, j'ai un peu plus avancé, donc j'en profite pour aller vraiment plus loin. Où ma fille? C'est moi qui le dis, c'est que si je veux avoir 95% des valeurs, il faut que je m'écarte de 1. C'est moi qui le donne. C'est-à-dire que si on s'écarte de 1 écart type, ça fait 0,6826. Si on s'écarte de 2 écarts types, ça fait 0,9544. Si on s'écarte de 1,96 écart type, ça fera pile 0,80. Ça fera pile 0,95. Non, en fait, tu t'écartes de 2 écarts types, tu t'écartes de 1,96 écart type. Quand tu t'écartes de 2 écarts types, ça fait 0,9544. Tu t'écartes un peu moins, ça fera pile 0,95. Donc quand tu vas chercher le 0,95, c'est ça que ça veut dire. Tu as compris? Voilà. Mais ça, c'est un truc que l'on retiendra après. Chaque fois que j'ai un intervalle centré, d'accord? Chaque fois que j'ai un intervalle centré en mu, si je dis que ça, c'est 0, c'est 95%, et ben je sais que ça, c'est égal à mu moins 1,96 écart type. Et je sais que ça, c'est égal à mu plus 1,96 écart type. Ce sera toujours le cas. Mais là, du coup, le 1,96, il est du 95% ou ce sera Non, non. Je vais te dire, je t'explique en général ce qu'il faut. Oui, non, mais ça, ce que je dis, c'est vraiment en général. Si tu prends une loi normale de paramètres mu écart type, et si je te dis, je veux que là j'ai un intervalle qui est centré en la moyenne. D'accord que là, cet intervalle-là, et celui-là, il est bien au centre. Ça, c'est égal à ça. D'accord? Si on te dit cette R-là,
elle représente 95% de l'air total. Tu me suis? Cette air-là représente 95% de l'air total. Et quand on te demande de trouver cette borne-là et cette borne-là, eh ben, tu diras automatiquement, cette borne-là, c'est la moyenne moins 1,96 écart type. Donc là, c'est toujours vrai. Là, ça sera la moyenne moins 1,96 écart type. Et là, ça sera la moyenne plus 1,96 écart type. Dès lors que cet air-là représente 95% de l'air total. Bien sûr, l'intervalle qui est là, cet intervalle dans mu et le milieu. Hein, pour que mu soit au milieu. C'est pour ça qu'on va s'écarter de la même distance. Donc là, quand on s'écarte de 1 écart type, ça fait 0,68. Quand on s'écarte de 2 écarts types, ça fait 0,95. Quand on s'écarte de 1,96 écart type, ça fait 0,95 pile. Tu vois la nuance? Voilà. Et parce qu'après, on va déterminer les intervalles. Nous, quand on fera les calculs après avec l'estimation, on va trouver des intervalles de confiance. Donc, si on me demande un intervalle de confiance de 95%, je sais que l'intervalle sera entre ces deux valeurs. Toujours. C'est ça que ça veut dire. On va l'utiliser après. T'as compris? Voilà. On va être maintenant confronté à une lecture inverse de la table. Admettons que je vous dis que x suit la loi normale de paramètres 30, 4. Je vous demande de me trouver la valeur de t, déterminer la valeur de t pour que p de x plus petit ou égal à t soit égal à 0,8413. Deuxième question, trouver la valeur de t pour lequel p de x plus grand ou égal à t soit égal à 0,0228. Là, on va utiliser la fonction inverse de la table. Je vous laisse réfléchir 2 secondes et je vais vous montrer la procédure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la question qui est posée, celle-ci. Si je prends le premier cas, ma courbe de Gauss, elle est comme ça. Quelque part, j'ai une moyenne égale à 30. Et la moyenne, elle est là. En fait, je sais que l'air que je cherche est supérieur à 0,5. Est-ce que tout le monde a compris que la valeur de t sera forcément de ce côté? Est-ce que c'est bon? Puisque l'air dépasse 0,5. Tout ce qui est là, c'est moins que 0,5. Tout ce qui est après 30, c'est plus que 0,5. Donc on me demande de trouver la valeur de t, vous me suivez ou pas? On me demande de trouver cette valeur-là pour que cet air-là représente combien? 84,13% de l'air total. Est-ce que c'est bon? Et ça, je peux le faire grâce à ma calculatrice en lecture inverse. Je vais vous expliquer après. Dans le deuxième cas, regardez ce qui est posé dans le deuxième cas. J'ai toujours une courbe de Gauss. J'ai toujours ma loi normale, elle a le même paramètre et le même écart type. Donc, elle ressemble à celle-là à peu près. Donc là, j'ai toujours... Bon, je l'ai décalé, c'est pas grave. Là, j'ai toujours 30. Et cette fois-ci, je veux que la probabilité que t soit plus grand que t soit égale à 0,028. 0,028 est un nombre qui est plus petit que 0,5. Est-ce que tout le monde a compris que forcément, de nouveau, le t que je cherche va se trouver de ce côté, mais moi, je veux quel air cette fois-ci? Je veux cet air-là. Vous voyez la différence? Là, c'est p de x plus petit que t. Là, c'est p de x plus grand que t. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Vous prenez votre calculatrice et on va essayer, pas à pas, de retrouver ces résultats. OK? Alors, d'abord, j'attire votre attention sur le fait suivant.
Votre calculatrice en lecture inversée, je vais vous montrer, elle ne fonctionne qu'avec cette partie-là. C'est-à-dire ça, la calculatrice, elle ne le fait pas. Il faut faire une petite conversion, je vais vous l'expliquer après. Il faut d'abord traiter celui-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre calculatrice, je vais essayer de la remettre en émulation. Alors, donc là, je vais... Ok, je vais effacer... ok. Alors, vous prenez votre calculatrice et vous faites toujours menu, probabilité, distribution. Cette fois-ci, inverse normale. Il y a écrit ça, inverse normale, c'est ça? Vous faites inverse normale. Et qu'est-ce que ça vous indique? La surface d'abord. Vous ne me suivez pas? Eh bien, la surface, c'est ce que j'ai assuré ici. Vous tapez 0,8413. Vous me suivez ou pas? D'accord? Vous tapez 0,8413. Et ensuite, qu'est-ce que ça vous indique? Qu'est-ce que ça vous indique ensuite? Mu, si vous rentrez le mu, la moyenne, vous savez ce que c'est. Voilà. OK? Alors, je réexplique. Je vais dans menu. Est-ce qu'on la voit? Oui. Vous allez dans menu, encore une fois, menu, probabilité, distribution, inverse normale. Là, vous entrez la surface, l'aire de la courbe. Vous entrez 0,8413. Ensuite, la moyenne mu, c'est 30. L'écart type, 4. Et vous faites entrer. Et la valeur de t, vous écrivez après sur votre copie, t égale 34. Vous me suivez ou pas? T égale 34. C'est ce qu'on appelle une lecture inverse de la table. OK? Maintenant, je vous laisse réfléchir pour le deuxième cas. Faites attention, la calculatrice, elle ne fonctionne que pour P de X plus petit que T. Je vous laisse réfléchir pour la suite, pour le deuxième cas. Et ensuite, je vais vous expliquer au tableau. Alors, il faut bien comprendre ce qui va suivre. Alors, on dirait que ça a disparu. Oui, et il y en a ici aussi. Enfin, voilà. Mais celles que je fais avec vous, je les mets sur YouTube, en fait. OK? Alors, regardez bien comment la table, écoutez-moi bien, elle ne fonctionne qu'avec ça. Est-ce que vous avez compris que l'aire qui se trouve à droite de T, est-ce que vous êtes d'accord? L'aire qui se trouve de ce côté, elle est égale à l'aire totale, 1, moins ce qui se trouve à gauche de T. Je répète, cette aire-là, ce que j'ai assuré, elle est bien égale à l'aire totale, c'est-à-dire 1, moins ce qui se trouve à gauche. Je l'écris. P de X plus grand ou égal à T. C'est écrit comment? 1 moins P de X plus petit que T, oui ou non? Égal à combien? 0, 0, 228. Est-ce que ça va? Je rajoute moins 1 de chaque côté. Ça me fait bien moins P de X plus petit que T égale à moins 0,9772. Est-ce que ça va? Je multiplie par moins 1 de chaque côté et ça me donne P de X plus petit que T égale à combien? Plus 0,9772. Et maintenant, vous êtes exactement dans le même cas. Vous avez compris? Vous êtes exactement dans le même cas. Vous prenez votre calculatrice, vous allez en lecture inverse et vous avez tout maintenant. Et dites-moi combien ça fait pour le T cette fois-ci. Hein, vous prenez... Ça fait combien? Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut toujours ramener sur une copie, il faut ramener ça
à cette écriture sur la table, sur la calculatrice. Donc, vous faites tout le détail qui est là. Une fois que tu arrives là, tu as le même cas. Comment? Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Ah oui, un minimum. Bien sûr, il faut quand même rédiger un peu. OK. Alors, ça fait combien pour ceux qui l'ont calculé? Quelqu'un a la réponse? T égale combien? Vous faites comme tout à l'heure. En fait, vous modifiez simplement. Au lieu de mettre 0,84, vous mettez tout simplement 0,77. Ça fait combien? Non, mais ça ne change pas. C'est toujours la même loi. C'est 30-40. Ça ne bouge pas. Là, vous calculez et vous devez trouver 38. OK? Voilà. Oui, 37, 9, 9, 9. On va écrire donc approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Par une loi normale. D'abord, je vous fais un petit rappel. Alors, on a déjà vu que si grand X suit la loi binomiale de paramètres, la loi binomiale de paramètres n, P. N, c'est le nombre d'épreuves. Rappelez-vous, N, c'est le nombre d'épreuves. Et petit p, c'est la probabilité de succès. Rappelez-vous, l'espérance de grand X est égale à N fois P. La variance de grand X est égale à N fois P fois 1 moins P. Et l'écart type de grand X est égal à racine carrée de N fois P fois 1 moins P. Alors, on va retenir ceci. Encore une fois, dans votre cas, les conditions d'approximation ne sont pas à connaître. Alors, on peut dire ceci. Une loi binomiale de paramètres NP. Une loi binomiale de paramètres NP peut être approchée par une loi normale de paramètres mu égale à n fois p. Autrement dit, mu, c'est l'espérance mathématique calculée à partir de votre loi binomiale. Et d'écart type est sigma égale à l'écart type calculé à partir de la loi binomiale, c'est-à-dire n fois p fois 1 moins p. Alors, si n est grand et petit p ni trop voisin de 0 ni de 1. Je vous donne quelques seuils, mais que vous n'avez pas à retenir. Les seuils sont ceux-là. N plus grand ou égal à 30. N fois P plus grand que 5. Et N fois P fois 1 moins P plus grand que 5. Encore une fois, dans votre cas, vous n'avez pas à retenir, ce n'est pas exigé.
on vous dira dans l'énoncé, on décide d'approcher cette loi binomiale par une loi normale. La seule chose qu'on va vous demander, quels sont les paramètres de la loi normale? Et vous répondrez, les paramètres de la loi normale sont mu égale n fois p et écart type égale racine carrée de n p fois 1 moins p. C'est tout ce qu'on va vous demander. Et ensuite, on vous posera une question. Alors, en principe, lorsqu'on passe d'une variable aléatoire discrète vers une variable aléatoire continue, il faut effectuer ce qu'on appelle une correction de continuité. Mais dans votre cas, ça ne sera pas nécessaire puisque dans la question, on effectuera pour vous la correction de continuité. On va prendre un exemple juste pour finir. Si vous sortez vos annales, on va donc bien sûr prendre un exemple pour appliquer ce qu'on vient de dire. OK? Allez, sortez vos annales. Allez, On estime que 3,5% des verres semi-finis du stock de l'usine sont défectueux. On prélève un échantillon aléatoire de 200 verres semi-finis dans le stock de l'usine. On considère la variable aléatoire X qui donne le nombre de verres semi-finis défectueux au sein de l'échantillon. 1A. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale donnée ses paramètres. B. Calculer la probabilité P 6 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 10. 2. On admet que l'on peut approcher la loi de probabilité de la variable aléatoire X par une loi normale d'espérance 7 et l'écart type 2,599. A. Justifier la valeur de ces paramètres. B. On considère Y une variable aléatoire suivant une loi normale d'espérance 7 et d'écart type 2,6. Calculer P 5,5 inférieur ou égal à Y inférieur ou égal 10,5. Interpréter dans le contexte. Très bien. Alors, je te remercie. Donc, ce qu'il faut juste... tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien. Regardez bien. Ici, d'abord, s'il vous plaît. Très rapidement, ici, on me dit... On estime que 3,5% des verres semi-finis du stock de l'usine sont défectueux. On prend un verre. Soit il est défectueux, soit il n'est pas. Vous me suivez ou pas? Donc ça, vous l'avez compris. On me dit on prélève un échantillon de combien? De 200 verres. Donc rappelez-vous même ce qu'on a déjà fait. On vous dit qu'on admet que X suit une loi binomiale. On aurait pu vous dire, montrer que X suit une loi binomiale. Je ne reviens pas là-dessus. On me demande les paramètres. Est-ce que tout le monde a compris que N égale 200 et petit p égale 0,035. Ça va jusque-là. Ensuite, on prend sa calculatrice, n'est-ce pas? On prend sa calculatrice pour calculer la probabilité que x soit compris entre combien et combien? Entre 6 et 10. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma calculatrice. Alors, je ne sais pas si elle apparaît à l'écran, je vais regarder. Je prends ma calculatrice. Ça fait rien, mais vous avez votre calculatrice, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc vous avez la calculatrice. Je vais dans menu, n'est-ce pas? Menu, probabilité, s'il vous plaît. Menu, probabilité, distribution, binomial. Rappelez-vous, binomial cette fois-ci, FDR, parce qu'il y a un intervalle. Rappelez-vous, binomial FDR. On me demande le nombre d'essais, 200. On me demande le probabilité de succès, on a dit 0,035. Oui ou non? 0,0, oui. Non, c'est 0,035. Là, je me suis trompé de case. Je reviens. Donc, on a dit 0,035. Est-ce que ça va? Ensuite, la borne inférieure, rappelez-vous, on veut que x soit compris en 6 et 10, ça? Donc, borne inférieure 6 et sub c'est 10. OK. Et ça fait au final 0,609. Donc, vous voyez, c'est rapidement fait. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième question. Et on vous dit dans la deuxième question, on décide, on peut approcher la loi de X par une loi normale d'espérance 7 et 2,599.
On me demande de justifier. Qu'est-ce qu'il peut me dire comment je fais pour justifier en regardant le tableau? Je vais calculer n fois p, oui ou non? Prenez votre calculatrice, faites 200 fois 0,035. Ça fait pile 7. Vous comprenez? Je répète, 200 que multiplie 0,035. Ça fait 7. Ça, c'est mu, c'est la moyenne. Est-ce que ça va? Je répète, vous faites 200 fois 0,035 et ça fait 7. Maintenant, je vais calculer l'écart type. On me dit de montrer que c'est égal à combien? 2,599. Regardez comment je fais pour trouver l'écart type. Alors, je vais mettre la calculatrice pour que vous voyez. Calculatrice. Donc, l'écart type, je fais quoi? Je dis, non mais je le dis oralement. Je dis racine carrée. Vous voyez, racine carrée, c'est touche rouge, racine carrée. Et je vais rentrer 200 que multiplie. Non, oui, je vais refaire tout au début. Que multiplie 0,035 que multiplie 1 moins 0,035. 1 moins 0,035, je peux le calculer, ça fait 0,965. Et vous faites entrer. Et ça doit vous faire exactement ce qui est attendu dans l'énoncé, c'est-à-dire 0,599. Est-ce que c'est bon? Racine carrée de 200 que multiplie 0,035 que multiplie 0,965. Comment j'ai trouvé 0,965 en faisant 1 moins 0,035? Est-ce que ça va? Et ça vous fait la réponse. Alors, il me reste un tout petit peu, un moment juste pour finir. Je reviens à ma question précédente et je reviens à la question qui est posée. Et on va finir avec ça. On me dit, calculer, donc cette fois-ci, on va prendre quoi? Espérance combien? 7. Et écart type combien? 2,6, vous êtes d'accord? Et on me demande de calculer la probabilité que Y soit compris entre 5,5 et 10,5. Là, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de correction de continuité. Regardez bien, ils ont remplacé le 6, là, vous voyez le 6? Ils l'ont remplacé par 5,5. Ils ont remplacé le 10 par 10,5, mais c'est ce qu'on appelle la correction de continuité, mais apparemment elle n'est pas au programme. Autrement dit, je ne vais pas vous dire comment on fait pour passer de ça à ça. Donc vous prenez votre calculette et vous entrez les valeurs. Combien on avait trouvé ici tout à l'heure? Combien on avait trouvé? Entre 6 et 10 là pour la loi binomiale. Combien on avait trouvé tout à l'heure? Quand on a calculé P de X compris entre 6 et 10. Ben, on a fait... attendez, je vais l'afficher. Je vais l'afficher puisque je l'ai ici. Regardez combien on avait trouvé tout à l'heure. Regardez. Ah zut. J'ai perdu la feuille. Rappelez-vous, on avait trouvé... Pour X compris entre 6 et 10, on a trouvé combien? 0,609, vous voyez? Avec la loi, comment dirais-je, binomiale. Maintenant, on va le faire avec la loi normale. Et la loi normale, ils me disent, borne inférieure combien? 5,5, c'est ça? Ou 6,5? Voilà. Et borne supérieure, 10,5. C'est bon ou pas? Alors, on y va. Je vais dans menu. Écoutez-moi bien. Menu. Probabilité. Distribution. Normale FDR. On a dit que la borne inférieure, c'est combien? 5,5, n'est-ce pas? La borne supérieure, 10,5. 10,5. La moyenne mu, on a dit que c'était combien? 7, n'est-ce pas? Et l'écart type, ils ont arrondi à 2,6. Est-ce que c'est bon? Et regardez bien ce qu'on va trouver comme probabilité. Et je vous dis tout de suite, regardez bien. La loi binomiale, elle m'a donné 0,6091. Et la loi normale, elle m'a donné 0,62. Ce sont des valeurs très proches. Donc vous voyez très bien que la loi normale est dans notre cas une bonne approximation de la loi binomiale. Est-ce que ça va? D'accord?
Est-ce que ça va? Voilà, donc ceci complète la séquence sur la loi normale et l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.